Bon, bienvenue à cette conférence que je pense que ça sera très intéressante. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'après la conférence, on a l'Assemblée générale et que vous êtes invités d'assister, la majorité d'entre vous, et ça finira avec un petit goûter. Voilà. Je donne la parole maintenant à Anita, non ? Voilà. On parle là ? C'est parfait. On entend très bien. Vous m'entendez ? Donc, nous avons le plaisir d'accueillir Hervé Platel, qui est professeur de neuropsychologie à l'Université de Caen. Il dirige l'unité INSERM U1077, qui s'intitule « Neuropsychologie et imagerie de la mémoire humaine ». Au début des années 90, il a été parmi les premiers chercheurs français à combiner neuroimagerie fonctionnelle et étude de la mémoire musicale. Initialement, ses travaux portaient sur l'utilisation de la neuroimagerie pour visualiser l'activité cérébrale durant l'écoute et la pratique musicale, afin de comprendre les agnosies auditives chez les patients cérébraux lésés. Travaux poursuivis dans les années 2010 par un vaste projet de cartographie de la mémoire musicale chez des musiciens et non-musiciens. Il souligne que la pratique musicale mobilise à la fois des processus volontaires et involontaires de la mémoire et que les émotions marquent les souvenirs musicaux sans les dissocier de leur contenu. Au-delà de comprendre les mécanismes de plasticité cérébrale induits par les pratiques artistiques comme la musique, l'objectif de ces travaux est d'apporter des éléments scientifiques permettant d'expliquer sur quels mécanismes s'appuient les bénéfices des interventions non médicamenteuses basées sur l'art. Donc, nous vous écoutons, Monsieur Platel. Merci beaucoup. Je vous laisse passer. Merci beaucoup pour cette présentation. Je suis honoré et un peu impressionné d'être devant cette honorable assemblée. Donc, je vais essayer de vous intéresser pendant les 3 quarts d'heure qui viennent à cette thématique donc, de musique et cerveau. Donc, comme l'a rappelé Madame Bento, donc je suis directeur depuis en fait assez récemment, depuis janvier 2022, mais j'étais directeur d'une des 2 équipes en fait de cette unité précédemment, donc de l'unité qui s'appelle à Caen Neuropsychologie et Imagerie de la mémoire humaine, qui est en fait une assez ancienne unité INSERM. Cette unité INSERM, elle a été créée en 2002 par Francis Eustache. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous, vous avez déjà entendu Francis Eustache, donc qui est bien connu pour les travaux pionniers qui ont été réalisés dans cette unité. Donc Francis, il est là, voilà. Donc Francis il est toujours avec nous, et il a le statut de professeur émérite. Alors pas professeur tout à fait, il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études, Francis. Voilà. Et d'ailleurs, l'école pratique des hautes études est une de nos tutelles, puisque nous sommes labellisés unité INSERM depuis 2002. Et nous avons aussi comme tutelle l'école pratique des hautes études, étant donné que Francis avait, on va dire, ramené de Paris sa petite équipe de l'école pratique des hautes études pour constituer l'unité INSERM à Caen sur la mémoire, qui a été dirigée, co-dirigée par lui et par Béatrice Desgranges, directrice de recherche de l'INSERM, pendant une petite vingtaine d'années, on va dire ça. Donc j'ai l'honneur de diriger maintenant cette unité INSERM,
et ma co-directrice Bérangère Guiry, qui est elle-même aussi directrice d'études à l'École pratique des hautes études. Cette unité de recherche, on va la labelliser pour le prochain contrat. Là, on est en cours donc d'expertise par l'INSERM et par l'HCERS. Je pense que certains d'entre vous s'en souviennent. Donc de ces étapes de labellisation et d'évaluation. On est dans la vague B et normalement, donc le prochain contrat démarrera en janvier 2028 et sera pour l'unité l'occasion de la réorganiser en deux équipes. Une équipe centrée sur, je dirais, un petit peu les thématiques historiques de l'unité autour, en fin de compte, des maladies neurodégénératives, du vieillissement. Et puis une équipe qui va être plus centrée sur mémoire et santé mentale, puisque ça fait partie d'une population clinique pour laquelle on a donc des travaux très importants qui ont démarré depuis un peu plus de 10 ans, et notamment pilotés par Francis Eustache au niveau national, et Denis Péchanski, historien. C'est le programme 13 novembre, qui est maintenant à plus de 10 ans, en fin de compte, de suivi. Le programme 13 novembre, comme vous, j'imagine, vous le connaissez un tout petit peu, c'est le programme de recherche qui a suivi donc 1000 personnes, et parmi ces 1000 personnes, 120 sont venues à Caen passer de l'imagerie cérébrale, qui étaient des personnes plus ou moins exposées aux attentats du 13 novembre. Donc, il y avait des personnes, je dirais, directement exposées, puis des personnes à donc des distances plus lointaines. Et Bérangère Guiry va reprendre en fait ses travaux sur le suivi de ces personnes qui, pour la moitié d'entre eux, dans le suivi des 120 exposés que l'on a vus dans l'unité, avaient un diagnostic de syndrome de stress post-traumatique. Donc là, Bérangère a démarré une étude sur la transmission intergénérationnelle du trauma. Donc la question de savoir qu'est-ce qui se passe pour les enfants de ces personnes qui ont vécu un traumatisme, soit les enfants qui étaient déjà nés au moment du 13 novembre 2015, soit les enfants qui sont nés après, et toute la question évidemment de la transmission du stress en lien avec le trauma. Vous savez qu'il y a des travaux même d'épigénétique qui vont dans le sens d'une possible transmission donc d'état de stress sur plusieurs générations, et c'est évidemment ce type de questions qui nous intéresse. Alors une des spécificités de l'unité, c'est d'être vraiment à l'interface entre les sciences humaines et les neurosciences. La plupart donc des doctorants, des enseignants-chercheurs de l'unité proviennent en fin de compte de la psychologie, ce qui est assez original pour une unité INSERM, puisque Francis Eustache lui-même au départ il était psychologue hospitalier, avant en fin de compte de devenir directeur d'études à l'École pratique des hautes études, d'abord professeur des universités, puis après directeur d'études. Moi-même, j'ai fait des études de psychologie et une thèse de psychologie. Donc c'est ambigu quand on dit professeur de neuropsychologie, parce qu'on pense que, évidemment, ça veut dire quelqu'un qui est neurologue et qui fait de la neuropsychologie, ce qui est possible. Mais la neuropsychologie est devenue de plus en plus, en fait, d'un point de vue professionnel, une spécialisation des études de psychologie. Quand on parle de psychologues spécialisés en neuropsychologie, alors il n'y a pas que les psychologues qui font de la neuropsychologie, les neurologues peuvent en faire, les orthophonistes, les psychomotriciens, voilà. Mais nous sommes clairement une unité de recherche qui est dans cette approche de neuropsychologie. Cette approche de neuropsychologie, quelle est-elle ? La neuropsychologie, c'est une spécialisation qui essaye de mieux comprendre les conséquences sur le comportement des maladies du cerveau. Le point de départ, c'est ça. Bien sûr, il y a un aspect fondamental derrière, c'est que plus on comprend les conséquences comportementales des maladies du cerveau, plus on comprend aussi comment est organisé le cerveau.
Donc il y avait beaucoup, en fin de compte, de travaux, d'aller-retour entre les travaux cliniques et les travaux fondamentaux, et c'est toujours une identité que l'on a gardée dans nos travaux. Plus précisément, depuis en fait que je suis à Caen et que je fais des travaux de recherche, parce que j'ai eu la chance, comme ça a été rappelé, maintenant quand j'entends ce mot accolé à mon nom, je me dis tiens, t'as dû vieillir un petit peu, parce que quand j'entends pionnier, hein, je me dis oh là. Normalement, c'est pas un nom qu'on vous donne quand vous avez 25 ans ou 30 ans, un pionnier. Ça peut arriver, hein, bien sûr. Hein. On s'en rend compte après coup. Hein. Donc, pionnier, effectivement, j'ai eu cette chance de pouvoir faire les premiers travaux en France, en Europe d'ailleurs, quasiment, donc sur l'imagerie cérébrale, donc de la perception musicale et de la mémoire musicale. Parce que grâce au centre d'imagerie cérébrale Cicéron, hein, donc vous l'aviez ici, vous avez Mathilde Groussard en photo à gauche, qui est prise en photo au moment, en fin de compte, d'une manip d'imagerie cérébrale, donc en IRM. À droite, j'ai mis en fin de compte un atelier chant chez les patients Alzheimer qui constitue, je vais l'évoquer tout à l'heure, des travaux cliniques, d'applications cliniques qu'on a pu faire, puisque le but du jeu, toujours pour nous, hein, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, c'est d'associer les connaissances fondamentales aux applications cliniques et de faire des allers-retours, parce que c'est ce qui nous semble évidemment le plus pertinent. Donc avec Mathilde Groussard, qui est ma première doctorante et que j'ai réussi à faire recruter comme maître de conférence à l'université de Caen. On est très endogamique à Caen. Hein, voilà, bon, c'est pas toujours bien, hein, mais il se trouve que pour la petite histoire, en fait, je suis le premier doctorant de Francis Eustache. Donc il y a des histoires de famille comme ça, voilà. Ça aurait pu se passer autrement, hein, mais voilà. Bon, je suis le premier doctorant de Francis du coup je prends la suite de la direction. C'était pas forcément un souhait personnel, mais ça s'est fait comme ça. Voilà. Donc l'axe musique, art et mémoire que l'on co-dirige avec Mathilde Groussard, pour vous donner un aperçu des travaux que l'on mène en ce moment. Il y a toujours des travaux dont je vais parler plus en détail dans un instant autour des applications dans le domaine des maladies neurodégénératives et de la maladie d'Alzheimer. C'est comment, en fin de compte, l'écoute de la musique, la stimulation musicale peut être une stimulation pour la mémoire, peut être une stimulation qui permet, en fin de compte, des effets éventuellement de neuroplasticité, même à un âge avancé. Alors, on n'imagine absolument pas guérir la maladie d'Alzheimer avec la musique. Hein. On est quand même nous sommes des gens rationnels, mais on estime que, par contre, ça peut être un levier intéressant pour à la fois stimuler la mémoire, alors, si possible chez les patients qui sont en tout début de maladie, j'y reviendrai, mais surtout accompagner les patients le plus loin possible pour les éviter qui sombrent dans l'apathie et qui en fait ne communiquent plus. Et la musique est un levier extrêmement intéressant pour les sortir de leur torpeur, ces patients. Alors, on a ces travaux. Aujourd'hui, donc Mathilde, elle a un projet qui s'appelle Musical, avec le suivi en fait, d'une intervention à domicile, parce qu'on a fait pas mal de travaux en EHPAD, mais ça nous semblait aussi intéressant d'aller voir si on pouvait proposer quelque chose en termes de recherche à domicile, donc au domicile des personnes, et en s'intéressant là en fait à la dyade patient-aidant, et de faire une pierre deux coups, c'est-à-dire de voir à la fois les bénéfices pour les patients, bien évidemment, donc de séances d'écoute musicale à domicile, mais aussi le bénéfice pour les aidants. Ce bénéfice pour les aidants, je dirais, pour ce type d'études, c'est certainement la question principale. Je parlais de Francis Eustache tout à l'heure avec le programme 13 novembre. Dans le contexte du programme 13 novembre, on s'est aussi posé la question, il y a des publications à venir sur quelque chose d'assez simple qu'on a proposé, puisque les personnes donc exposées à ces attentats, on les a vues à Caen. Là, on va les voir encore en juin, donc pour une 4e phase.
On les a vus au moins 3 fois sur ces 10 ans. À 4 ans d'intervalle, donc en 2007, 2017, puis après 2019, on a pu leur proposer un petit questionnaire tout simple de pratiques artistiques et culturelles, parce qu'il s'avère que la grande majorité des personnes qui sont venues, en fait, qui ont souhaité participer à cette étude à Caen avec de l'imagerie cérébrale, entretien clinique sur leurs souvenirs du 13 novembre, etc., étaient des personnes au Bataclan. Et le public présent au Bataclan, c'est pas la population française générale. C'est un échantillon assez particulier. C'est un concert de musique avec une esthétique particulière, en plus musique métal. Donc on a une surreprésentation de personnes qui avaient des métiers dans le domaine, en fin de compte, des médias, de la musique, du journalisme, etc. Donc pour le coup, ce n'est pas une population sur laquelle on va pouvoir transposer ce qui se passe dans la population générale. Mais c'est une population extrêmement intéressante sur le fait qu'on puisse arriver à les suivre comme ça au long cours. Et la question de la musique, là pour le coup, elle se posait de manière complètement inattendue, en tout cas très originale par rapport à la littérature. Étant donné que dans la littérature, il y a eu un certain nombre de publications, elles ne sont pas pléthoriques, mais il y a eu un certain nombre de publications sur l'intérêt d'interventions basées sur la musique, alors, avec des gros guillemets, de musicothérapie, je préfère éviter le terme dans la plupart des cas, notamment pour les vétérans qui revenaient, donc les vétérans américains qui revenaient des guerres, Irak, Afghanistan, etc., et qui avaient un syndrome de stress post-traumatique, et pour lesquels des séances basées sur la musique, la pratique de la musique ou l'écoute de la musique permettaient pour eux de pouvoir réinvestir des émotions, parler de leurs émotions, parler de leurs souvenirs traumatiques, et réinvestir des émotions dans un contexte sécurisé. C'est-à-dire le problème pour ces patients, c'est de pouvoir effectivement éviter la résurgence des images traumatiques et d'arriver à maîtriser en fin de compte ces images traumatiques et la peur d'être envahi en fin de compte par des émotions trop fortes qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Donc ce qui est bien, l'art pour ça et la musique, c'est intéressant parce que ça permet de créer des situations donc d'expériences esthétiques de manière générale, et pour la musique, c'est une expérience esthétique qui a quelques caractéristiques particulières, eh bien, c'est de créer une expérience esthétique où on va pouvoir réinvestir dans son corps des émotions, mais en sachant qu'on ne craint pas pour sa vie. C'est-à-dire, on ne craint pas pour sa vie, on est dans un contexte sécurisé. Et donc, normalement, ça a des bénéfices. Comment proposer le retour à la musique ? Il y en a beaucoup qui étaient musiciens dans cette histoire-là. Comment proposer que la musique puisse être quelque chose sur lequel on va s'appuyer pour son parcours de résilience, alors même que la musique vous ramène systématiquement au trauma, puisqu'il s'agissait d'un concert de musique. Donc ça, on a une situation qui est très particulière. Ce que montre donc Élodie Frel sur les analyses de suivi, c'est qu'effectivement, pour la plupart des personnes, à quelques exceptions près, majoritairement, statistiquement, un an après, lorsqu'on les voit un an après l'attentat, ils ont arrêté la musique. La musique, c'est trop difficile à réinvestir. Et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est quand même que 2 ans, 3 ans plus tard, ils y reviennent. Ils y reviennent, ils réinvestissent, et pour le coup, c'est quelque chose de très important pour eux. S'ils n'ont pas réinvesti la musique, ils ont investi éventuellement d'autres formes d'expression artistique. L'écriture a été très importante pour beaucoup. La lecture, l'écriture. Donc, je suis venu ici pour parler de musique, mais il n'y a pas que la musique dans la vie, hein. Évidemment, il y a plein d'autres choses. Donc, c'était intéressant de ce point de vue-là. On a des travaux au-delà de la musique sur les bénéfices, en fin de compte, de visite, par exemple, au musée des Beaux-Arts. Alors ça, c'est maintenant quelque chose de plus en plus familier. Vous savez qu'au Québec, il y a quelques années, ils ont proposé la prescription muséale. Autrement dit, votre médecin peut vous prescrire des visites au musée. Alors,
Évidemment, ce n'est pas dans n'importe quelle condition, c'est-à-dire c'est en lien avec des musées partenaires qui vont vous proposer des visites accompagnées, etc. C'est pas que pour... parce qu'on entend souvent parler de ce type de visite pour des personnes avec des troubles cognitifs, vieillissantes, Alzheimer, etc. Mais là, au Québec, c'était pas que pour ce type de population clinique, c'était aussi pour des personnes qui avaient de l'hypertension, très stressées, etc. C'est pas que pour le contexte du vieillissement cognitif. On a eu la chance, c'était assez inespéré, à Caen, l'année dernière, c'était le millénaire de la ville de Caen. Bon. Caen a été créé il y a 1000 ans, très bien. Et la mairie et la communauté d'agglomération s'est constituée en groupe d'intérêt public, a créé un GIP. Ils ont récupéré de l'argent de l'Europe et de l'argent national pour soutenir des projets culturels. Et ils voulaient aussi, au-delà des événements culturels, soutenir des projets qui croiseraient art et sciences. Et on a fait une proposition avec des collègues locaux. Donc il y a notamment l'équipe de Denis Vivien qui travaille sur le neurovasculaire, donc qui est le laboratoire FIND, des collègues qui travaillent dans le domaine de l'intelligence artificielle, donc le laboratoire grec à Caen. Et on s'est associé pour faire une proposition donc de visite expérimentale, on va le dire comme ça, mais de visite sur site du musée des Beaux-Arts, avec notamment des casques d'imagerie cérébrale. C'est un petit peu, en fait, vous savez peut-être ce que c'est que la NIRS, hein, c'est de l'imagerie donc par proche infrarouge. En fait, on envoie de la lumière dans votre crâne. Et puis, ça va permettre, en fin de compte, alors là, on a juste une information à la surface corticale, hein, c'est pas évidemment d'informations sur l'activité profonde, mais on a une information en surface métabolique sur, en fait, compte la quantité d'oxygène dans le sang cérébral, et ce qui permet de rendre compte des fluctuations de l'oxygène dans le sang cérébral, et de pouvoir dire, bah, là, il y a eu une activation neuronale à tel et tel endroit en fonction des fluctuations de cet oxygène cérébral. Ces casques-là, c'est de la science-fiction, hein, c'est des bandeaux, en fin de compte, avec des capteurs NIRS. C'est des petits lasers, en fait, qui envoient de la lumière, mais ça fait pas mal. Hein. Ils sont surtout très intéressants parce que comment faire de l'imagerie cérébrale dans une situation, on va dire, naturelle ou écologique? Pas facile. J'en reparlerai pour la musique dans un instant. Pas facile parce que là, les gens sont debout, ils bougent, ils parlent, on leur demande de répondre à des questions. Et l'électroencéphalographe ça aurait pu être une solution, mais en définitive, c'est une technique qui est très sensible bien aux artefacts de mouvement, à des environnements bruités d'un point de vue électromagnétique. Donc ce n'était pas idéal. Et cette technique-là, elle est plus sensible aux artefacts de mouvement. Et elle est sensible quand même, il ne faut pas trop bouger, trop gigoter, mais beaucoup moins en tout cas. Et on a acheté 3 casques comme ça, ils viennent de Corée du Sud. On est les premiers en France à en avoir. 45 000 € le casque hein, quand même. Hein, donc, et on a pu faire passer un peu moins de 200 participants au musée des Beaux-Arts de Caen, ce qui est considérable. Donc ils avaient des lunettes d'eye tracking, le casque, des mesures du rythme cardiaque, de la sudation, des questionnaires en veux-tu, en voilà, hein, ça leur prenait au moins 2 heures par visite, avec médiation culturelle ou pas médiation culturelle sur les tableaux, c'est-à-dire des explications sur le tableau ou pas d'explications sur le tableau. Ils devaient en fin de compte avoir une expérience esthétique et il y avait 2 visites. Donc une première visite, une deuxième visite quelques semaines plus tard, où cette fois-ci, au lieu d'être tout seuls, ils étaient à 2, côte à côte, et comme sur l'illustration, mais ils ne se connaissent pas. Et en fait, le but du jeu, c'est ce qu'on est en train de commencer à analyser, c'est de voir dans quelle mesure, lorsque ces 2 personnes qui ne se connaissent pas ont une expérience esthétique assez similaire parce qu'ils voient un tableau qu'ils reconnaissent comme étant un tableau déjà vu pour lequel ils ont eu une médiation culturelle, dans quelle mesure on a une synchronisation de l'activité cérébrale plus forte, ce qui est plutôt attendu.
Donc ça, c'est assez original. Et le GIP millénaire dont je parlais tout à l'heure, c'était complètement inespéré. On ne pensait pas à faire financer une étude comme ça. En fait, au niveau international, je ne connais pas d'équivalent en termes de nombre de participants, de type de mesures, etc. Ils nous ont financé, en dehors des contrats doctoraux qu'on a eu en plus. Il y avait 3 doctorantes, un ingénieur. Ils nous ont financé à plus de 800 000 €. On aurait demandé une ANR, je pense qu'on n'aurait pas eu autant. Donc, vous voyez, des choses comme ça qui sont un peu inespérées. Bon, on ne va pas s'en plaindre. Hein. C'est ce qui nous permet en fait de poursuivre avec quelque chose qu'on a déjà initié dans le passé avec Mathilde notamment. C'est des travaux qui comparent le cerveau, je vais vous en parler dans un instant, qui comparent le cerveau, l'architecture cérébrale entre des musiciens et des non-musiciens. Mais ça, on avait fait ça chez des sujets jeunes, musiciens entre 20 et 30 ans. Mais ce qu'on voudrait documenter, c'est en fait l'impact d'une pratique de niveau professionnel tout au long de la vie, c'est-à-dire des gens de 45 ans et plus, hein, pas des petits jeunes, hein, des gens de 45 ans et jusqu'à plus de 80, 85, etc., qui soient des personnes qui ont une activité professionnelle et continuent en fin de compte à pratiquer la musique ou la peinture. Donc on veut aussi des peintres professionnels. Donc ça va démarrer dans un peu plus de 6 mois. On est en train de mettre en place la manip. Et si vous connaissez, c'est un appel à participants, si vous vous sentez concerné, etc., on communiquera effectivement sur l'étude, mais évidemment pour nous, il s'agira de trouver des personnes. Ce qu'on veut documenter dans cette étude, c'est quoi ? C'est qu'est-ce que c'est que l'architecture du cerveau d'une personne qui a 75 ans ou plus ou un peu moins, et qui a fait de la musique toute sa vie à très haut niveau, qui a fait de la peinture toute sa vie à très haut niveau. Par rapport, évidemment, à des sujets qui n'ont pas eu ce type de pratique. Voilà pour vous donner un aperçu de nos travaux actuels. Alors, mais avant d'en arriver là, on est parti sur la question qui a été évoquée tout à l'heure. Pourquoi on a fait ces travaux d'imagerie ? Parce que avec Bernard Le Chevalier, qui était le chef de service, le neurologue, chef de service du service de neurologie à Caen, donc dans les fin des années 80, début des années 90, lorsque le centre Cicéron, donc à Caen, a été ouvert, s'est posé la question de mettre en place une première étude d'imagerie cognitive. Et Bernard Le Chevalier était musicien. Il tenait l'orgue, d'ailleurs organiste, il tenait l'orgue donc de l'église Saint-Pierre à Caen. Et avec Francis Eustache, ils avaient d'ailleurs réalisé quelques publications sur les observations de dissociation chez des patients qui avaient une aphasie, mais pas de trouble dans le domaine de la musique, c'est-à-dire qu'ils avaient plus de capacité à décoder le langage ou à produire le langage, mais ils conservaient leur capacité musicale intègre, ou l'inverse. Des personnes qui avaient des difficultés assez spécifiques dans la perception de la musique ou de la mémoire musicale, mais qui n'avaient pas du tout de trouble du langage. Alors ça suggérait bien évidemment qu'il devait y avoir forcément une organisation cérébrale qui permettait cette dissociation, cette autonomie possible. Alors l'idée qu'on s'en faisait jusqu'à la fin des années 1980, c'était que peut-être il y aurait dans notre cerveau un centre cérébral de la musique, ou en tout cas des régions très spécialisées dans le domaine de la musique, indépendamment des régions très spécialisées plutôt dans l'hémisphère gauche pour le langage. Ce qui était très caricatural. Alors, je vous ai montré justement une image qu'on trouve encore aujourd'hui, malheureusement, très largement popularisée sur Internet, sur l'organisation de notre cerveau et des fonctions qui sont dévolues à l'hémisphère gauche, ou qu'on croit être dévolues à l'hémisphère gauche ou à l'hémisphère droit. Et je suis très malheureux, parce qu'on a eu beau faire donc de multiples, évidemment, publications, qu'elles soient scientifiques, dans des journaux scientifiques, ou de vulgarisation des ouvrages, etc., depuis quand même plus d'une trentaine d'années, on a encore ce genre de représentations qui traînent un petit peu partout, qui sont évidemment très très simplistes, et quand on montre ça aux étudiants,
il y a un côté un petit peu séduisant, bizarrement, hein, donc pour les étudiants. Et quels sont les... Et c'est ça le plus malheureux. Quel est le corps de métier qui adore ce type de représentation et qui les diffuse très largement? Les enseignants du primaire et du secondaire. Ben oui, les instituts et les professeurs de collège. Et un peu moins les profs de collège maintenant, parce qu'ils s'intéressent un peu plus au lien entre cerveau et comportement. Il y a de plus en plus de revues de vulgarisation quand même, hein, donc dans les kiosques. Hein. Mais en fait, c'est terrible, hein, mais les professeurs des écoles, ils sont persuadés que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein, c'est-à-dire que vous avez un cerveau à droite, c'est le cerveau de la créativité, c'est le cerveau de la musique, c'est le cerveau, en fin de compte... Alors, je ne sais pas d'où vite ça vient, hein, ces histoires-là, hein, entre parenthèses. Hein. Là, il y a des choses qui m'ont laissé un petit peu perplexe, parce que votre hémisphère droit, c'est la liberté et l'amour. Soit. Et la paix. Waouh! Ça vous suggère pas quelque chose à faire? À mon avis, il y a des lobotomies qui... des lobectomies, enfin, c'est-à-dire, il y a plein de gens, il faudrait leur enlever l'hémisphère gauche. Hein. Donc, on vivrait en paix, hein, beaucoup plus. Hein. Bon, alors, évidemment, non, ça ne marche pas comme ça. Et pour la musique, pendant longtemps, il y avait ce postulat, et puis c'était vraiment quelque chose qu'on avait du mal à faire bouger. Hein. C'était l'idée que forcément dans notre hémisphère droit, c'était la musique, dans notre hémisphère gauche, c'était le langage. Il nous a fallu pas mal de travaux cumulés pour arriver avec d'autres groupes évidemment, à démontrer que dans notre cerveau, qu'on soit musicien ou pas, et c'est surtout le ou pas qui est important. Parce qu'on peut penser que, évidemment, quand on apprend la musique, ça change la manière dont le cerveau s'organise et réagit. En fait, quand on vous fait écouter de la musique et que vous devez aller chercher des informations dans votre mémoire sur la musique, c'est ce qu'on a fait ici de manière assez simple, c'est en IRM. La tâche, en fait, elle est toute bête au départ. On vous fait entendre le début d'une séquence, d'une mélodie très familière, ça s'arrête, et soit c'est la bonne suite, soit c'est pas la bonne suite. Donc il faut dire, est-ce que c'est la bonne suite ou c'est pas la bonne suite? Si c'est très familier, vous êtes capable facilement de dire, ah ben non, ça c'est pas la bonne suite. Et pareil avec le langage, donc des expressions très familières, des proverbes, des expressions très familières de la langue française. Il y a le début, et donc il ne faut pas vendre la peau de l'ours en mangeant. Non, c'est pas ça. Hein, vous voyez, on de l'avoir tué, c'est plutôt ça. Hein. Donc c'est très simple. Alors, je passe sur tout un tas d'autres paradigmes qu'on a pu réaliser donc pour aller chercher effectivement les réseaux cérébraux qui s'allumaient, pour le dire simplement, lorsqu'on doit porter son attention plutôt sur les paramètres perceptifs de la musique, c'est-à-dire la hauteur, le timbre, le rythme, etc. Et on voit bien déjà que ce ne sont pas toujours exactement les mêmes régions. Et puis pour la musique et le langage, je pense que ce résultat-là, je le montre souvent parce qu'il me semble très parlant sur la réalité, en fin de compte, de ce qui se passe dans le cerveau. C'est-à-dire que d'une part, on a langage et musique peuvent se retrouver, peuvent engager les deux hémisphères cérébraux. Pour le langage, c'est clair qu'on a quand même un réseau très spécialisé dans l'hémisphère gauche. Ça ne veut pas dire que votre hémisphère droit ne fait rien et est muet quand il s'agit donc de traiter des informations linguistiques. Mais là, dès qu'on a des seuils statistiques, en définitive, on montre que c'est l'hémisphère gauche qui est dominant pour ce genre d'histoire. Pour la musique, en fait, c'est beaucoup moins clair. On a beaucoup plus d'activités bilatérales. C'est vrai qu'au départ, musique et langage, vous avez des régions communes dans les régions auditives primaires. L'aire de Broca est une région qui, en fin de compte, va participer à la fois au traitement, comme on dit, syntaxique, hein, ou en fait de segmentation de l'information, donc langagière, mais aussi, en fin de compte, musicale. Donc on a des régions communes. Donc le message qui est intéressant avec ce type de résultat, ça permet de comprendre pourquoi d'ailleurs la musique
peut venir au secours du langage parce qu'elles sont proches, enfin les réseaux sont proches, et on va pouvoir s'appuyer sur les réseaux cérébraux engagés lorsqu'on entend de la musique pour aussi venir au secours du langage chez des patients qui ont des aphasies. Les orthophonistes le savent bien depuis longtemps, puisque à partir des années 1970-1980, elles proposaient à des patients aphasiques qui avaient une aphasie de Broca de pouvoir, en fin de compte, répéter des mots, répéter des phrases avec un support mélodique ou rythmique, en chantant. Donc de chanter les mots, chanter les phrases, plutôt que de les répéter. Et en définitive, ça arrivait à désinhiber donc, la production motrice donc, du langage. Donc passer par des chemins de traverse, parce que la musique engage le cerveau de manière plus large que le langage. Alors il y a un côté un petit peu perturbant, parce qu'on se dit « Ah, bah, c'est un peu décevant », comme si la musique était moins spécifique que le langage, ce qui n'est pas faux. En fait, oui et non. C'est-à-dire que la musique est un stimulus par rapport au langage qui est en définitive plus complexe d'un point de vue psychoacoustique. Parce que j'ai parlé tout à l'heure de hauteur, de timbre, de rythme, etc. La segmentation du langage, c'est quelque chose de hyper spécialisé, qui est très particulier. Quand vous êtes, votre cerveau doit distinguer tous les mots que je suis en train de dire, donc les syllabes, les phonèmes, ça va très très vite. Il faut être très efficace dans cette segmentation. Pour la musique, il faut être aussi efficace pour arriver à distinguer les notes, etc. Mais il y a d'autres aspects dans la manière dont le flux sonore est structuré qui font que ça engage le cerveau de manière plus large et sur les deux hémisphères. Alors, ce qui va intéresser les chercheurs en neurosciences cognitives, c'est que grâce à la musique et les musiciens et la pratique musicale, va devenir un modèle privilégié de l'étude de la plasticité cérébrale. On va s'intéresser aux musiciens par rapport à la question de la plasticité fonctionnelle, c'est-à-dire les modifications du fonctionnement du cerveau à la suite d'une expertise, et puis la plasticité structurale, c'est la modification dans la structure du cerveau, la densité de neurones, l'épaisseur corticale, la substance blanche, qui est arrivée plus tard. Je pense que vous savez ça, c'est-à-dire qu'en définitive, la plasticité structurale, l'épaisseur corticale qui change, densité de neurones, il y a différents index, il y a aussi la substance blanche et la densité de substance blanche. Donc ce sont des paramètres qui ont été en fin de compte étudiés un petit peu plus tardivement grâce à l'imagerie. En fait, la neuroplasticité structurale, on en avait quelques éléments d'observation grâce au modèle animal, mais pas tellement en fin de compte chez l'humain, et c'était grâce à l'imagerie qu'on a pu mieux détailler ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe justement ? Ici, un des résultats qu'on a obtenus donc avec différents groupes donc, de participants. Ce qu'on a regardé, cette figure un peu complexe, mais en fait, elle n'est pas si compliquée que ça, c'est que vous avez 4 groupes, des personnes naïves qui n'ont pas fait d'études de musique, des personnes qui ont fait autour de 4-5 ans de musique, des personnes qui ont entre 6-10 années de musique, et puis des personnes qui ont plus de 10-12 ans de pratique musicale. Et ce qui nous intéressait, c'était de voir quelles étaient les régions du cerveau qui étaient structurellement modifiées par ces années de pratique, en fonction effectivement des années de pratique, parce que c'est un peu difficile de suivre des populations sur 20 ans en longitudinal, donc là on compare en fin de compte différentes populations. Et ce que l'on retrouve de manière assez systématique, c'est que, évidemment, le fait de pratiquer la musique, qu'est-ce qu'on pose comme hypothèse ? C'est-à-dire, vous me dites, qu'est-ce qui va être modifié dans le cerveau d'un musicien qui a une vingtaine d'années, qui a 25 ans et qui a fait de la musique pendant plus de 10-15 ans ? Vous allez me dire, normalement, ces régions auditives devraient être pas mal stimulées, puisque son travail, c'est justement d'être très attentif aux petites modifications qui se déroulent dans le flux sonore de la musique. Alors oui, les régions auditives, donc on va retrouver donc des modifications
Donc dans ces régions, dans les régions auditives primaires et associatives, avec une épaisseur corticale qui change, avec, alors là c'est pas ce qu'on a mesuré dans cette étude, mais aussi de la connectivité structurale au niveau des faisceaux de substances blanches qui sont plus importants sur certains faisceaux. Donc il y a vraiment des modifications du cerveau qui sont assez significatives. Par rapport à ces modifications, ce qui est intéressant dans ce travail, parce que donc il y a différents groupes internationaux qui ont pu montrer ces différences et on retombe systématiquement sur les mêmes, c'est que en définitive, c'est pas linéaire, c'est-à-dire que il y a des régions du cerveau qui vont être modifiées, qui vont être très sensibles, en fin de compte, aux aspects de pratique musicale dans les premières années, qui vont vraiment se modifier dans les premières années de pratique. Et puis, il y en a d'autres qui vont être davantage modifiés, modulés, donc structurellement, plus tardivement. Donc, il y a des régions qui ont un effet plus retard et d'autres un effet plus précoce. Donc, parmi les régions qui en fait sont très sensibles à ces effets d'apprentissage et assez tôt, on va trouver les régions hippocampiques. Ici, les hippocampes du cerveau. Premièrement, on a trouvé que ces régions étaient particulièrement sensibles chez les musiciens à la pratique musicale d'un point de vue déjà fonctionnel, c'est-à-dire elles étaient très actives dès qu'on leur faisait faire une tâche, ne serait-ce que de perception musicale, parce qu'on voyait en fait compte que dès qu'ils percevaient la musique, ils l'associaient d'un point de vue mémoriel, avec évidemment des expériences antérieures. Donc l'hippocampe était très très sollicité, et l'hippocampe est modifié par la pratique de la musique, puisqu'on a une corrélation entre la densité de substances grises dans l'hippocampe et les années de pratique musicale. Évidemment, ça suggère que normalement, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport au travail qu'on souhaite faire par la suite, normalement, un vieux musicien, c'est quelqu'un qui donc a une meilleure mémoire, peut-être, puisqu'on stimule beaucoup sa mémoire. En tout cas, ce qu'on a montré, c'est que il y avait un meilleur contrôle de la mémoire chez les musiciens, c'est-à-dire que le dialogue entre les régions frontales et les régions hippocampiques, qui permet en fin de compte des phénomènes de rétroaction de contrôle mnésique, notamment d'inhibition sur le fonctionnement mnésique, est plus efficace chez les musiciens par rapport à des non-musiciens. Alors, on a voulu faire une étude, alors là où il n'y a pas d'imagerie, c'est purement comportemental, où on a regardé, est-ce que, en définitive, les musiciens, c'est vrai, en vieillissant, ils conservent un bon fonctionnement cognitif, au-delà de la mémoire d'ailleurs, la mémoire et le fonctionnement cognitif de manière générale, par rapport à d'autres types de populations expertes. Et la première population experte qui nous est venue à l'idée, et je pense que ça vous serait venu aussi, c'est de comparer, en fin de compte, des musiciens à des acteurs, puisqu'on est toujours évidemment avec cette idée langage-musique, donc un peu cette opposition de base. Alors les acteurs, c'est un bon groupe, je dirais, contrôle expérimental, puisque comme les musiciens, toute leur vie, ils vont devoir apprendre par cœur des informations nouvelles, mémoriser de nouvelles pièces, donc des pièces musicales pour les musiciens, pour les acteurs de théâtre, c'est apprendre par cœur des textes nouveaux régulièrement, et on a tous des exemples d'acteurs avec des mémoires tout à fait phénoménales. Alors, qu'est-ce qui ressort de ça ? Eh bien, c'est vrai que acteurs et musiciens, notamment lorsqu'on regarde leur performance au-delà de 40 ans, acteurs et musiciens ont des performances à différents types de tests cognitifs plus haut, ils surperforment significativement plus par rapport à leur âge que la population générale. Ils ont des performances au-delà, en fin de compte, de la population générale de manière significative. Très bien. Est-ce qu'on peut les distinguer, les deux groupes ? Où est-ce que les acteurs sont meilleurs ? Les acteurs, ils sont meilleurs sur tout ce qui est mémoire à long terme verbale, bien sûr.
c'est attendu, et sur des tests notamment d'apprentissage de listes de mots. Vous savez, les tâches classiques qu'on vous fait passer même quand vous allez en consultation mémoire, on demande d'apprendre des listes de mots, de les restituer. Ça, les acteurs, oui, ils sont très très à l'aise avec ça, ça va de soi. Les musiciens, un petit peu moins. Par contre, les musiciens sont supérieurs aux acteurs, pas tant sur la mémoire dans l'absolu, mais sur ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire le contrôle de la mémoire. Qu'est-ce que j'entends par là ? Là, dans les tests standards qu'on a utilisés, il y a en fait des tâches qui sont censées évaluer ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Les fonctions exécutives, c'est-à-dire vos capacités d'attention, de concentration, d'inhibition des informations non pertinentes, de planification, etc. Sur ces tâches de fonction exécutive, ces tâches donc de contrôle, donc cognitif, eh bien, les musiciens ont tendance à être meilleurs. Pour le dire autrement, en fait, les musiciens, ils ont un effet sur la mémoire et sur la cognition qui est un petit peu plus global que les acteurs. Les acteurs, ils sont à fond sur la mémoire verbale, mais pas forcément sur d'autres types, en fin de compte, de mémoire, plus visuelle, etc. C'est moins systématiquement le cas. Donc c'est un petit peu logique qu'en fonction des groupes d'experts, qu'on ait un effet qui est en lien avec l'expertise. Alors pourquoi la musique a beaucoup été étudiée et qu'on insiste sur l'effet musique? Alors certainement parce que la musique, la pratique musicale en particulier, c'est une espèce de sport de haut niveau, donc cognitif, et c'est surtout assez complet. Parce que l'activité musicale, c'est une activité de stimulation intellectuelle, notamment il y a l'effet solfège, l'apprentissage d'une espèce de deuxième langue, donc avec des symboles qu'il faut arriver à décoder à la fois avec une lecture verticale et horizontale. Donc il y a en fin de compte à la fois une simulation intellectuelle, mais aussi en fin de compte c'est un sport. C'est un sport physique la musique. Qu'on soit chanteur ou qu'on soit instrumentiste, il va falloir maîtriser d'un point de vue moteur, en fin de compte, ce qu'on est en train de réaliser. Donc il y a toute la répétition, l'embodiment, le fait que ça soit dans le corps, et on a des effets qui sont assez clairs. Et souvent, en fait, dans les premiers travaux, en neurosciences cognitives, on insistait beaucoup sur le fait qu'on trouvait des effets chez les musiciens, les instrumentistes, mais en fait il y a des effets aussi chez les chanteurs. Par exemple, une étude chez les chanteurs d'opéra. Qu'est-ce qui montre cette étude chez les chanteurs d'opéra ? Un petit peu la même chose, c'est le même message que je vous ai évoqué tout à l'heure par rapport à l'hippocampe. Eh bien, en fait, il y a une augmentation du territoire, les territoires au niveau moteur qui représentent les muscles bucco-pharyngés, qui vont contrôler les muscles bucco-pharyngés. Et bien dans les régions motrices, les territoires qui sont dédiés au contrôle des muscles bucco-pharyngés vont être plus larges, vont s'étendre. Donc on a un vrai effet de neuroplasticité. Les chanteurs d'opéra experts, ils ont effectivement des régions du cerveau pour le contrôle de ces muscles bucco-pharyngés qui sont plus étendus. Donc c'est strictement la même chose, on peut dire. Et ça c'est intéressant parce que souvent on a dit oui, mais en fait il n'y a que les instrumentistes qui ont un effet comme ça, le chant ça ne fait pas grand-chose. Non, le chant ça fait aussi des choses. Alors, qu'est-ce qui va être intéressant de considérer ? Alors, je vous ai parlé de la pratique musicale. Bien évidemment, si dans le cerveau d'un jeune musicien, on ne voyait rien de particulier après des milliers et des milliers d'heures d'entraînement, on serait un peu déçu. Parce qu'on se dit, des milliers d'heures d'entraînement, ça ne laisse pas beaucoup de traces dans le cerveau en termes de l'organisation cérébrale. Donc, ça sera un petit peu décevant. Non, évidemment, ce n'est pas ce qui se passe. Et d'ailleurs, ces effets de neuroplasticité, alors ça, c'est une étude qu'on a voulu faire pendant des années et on n'a pas eu le financement pour le faire. Alors, des fois, on obtient des financements, des fois, on ne les obtient pas, comme vous le savez, c'est la vie de chercheur. C'était pour justement faire du suivi longitudinal chez des personnes de 60 ans et plus qui n'auraient jamais pratiqué la musique pour leur proposer
une pratique, l'apprentissage d'un instrument de musique qu'ils n'auraient jamais fait, et voir si on a des effets de neuroplasticité qui se mettent en place, alors même qu'on a un cerveau, entre guillemets, vieillissant. C'est des collègues de Suisse et d'Allemagne qui ont réussi à se faire financer ça par un contrat européen. Il y a quelques années, en fait, ils ont démarré juste au moment du Covid. Ils n'ont pas eu de chance, donc ça a retardé l'étude. Et il y a les premières publications qui sont tombées il y a 2-3 ans. Et qui montrent quoi ? Qu'en fait, ils ont proposé à des sujets de 65 ans et plus, qui n'avaient jamais fait de musique de leur vie, de prendre des cours de piano. Par rapport, en fin de compte, à d'autres types d'activités, mais qui n'engagent pas tellement le corps, c'est plus de l'écoute de musique, des choses comme ça. Et ils retrouvent, effectivement, des modifications au bout de quelques mois. Il y a bien des modifications dans l'architecture cérébrale, le avant-après, hein, notamment dans les faisceaux de substances blanches. La connectivité entre les régions du cerveau est modulée, modifiée par cette pratique. Donc, ce qui est un message un peu d'espoir, parce que ça permet de dire, ah bah ouais, mais même dans un cerveau âgé, la neuroplasticité continue à exister, est possible, etc. Des fois, on ne la voit pas toujours, mais des fois, on la voit. Alors, maintenant, ma question, c'est, ok, bon, évidemment, des milliers d'heures d'entraînement, etc., c'est un peu attendu qu'il se passe quelque chose, heureusement. Mais on entend beaucoup parler aussi du fait qu'il pourrait y avoir des effets de modulation de l'activité du cerveau et des effets de neuroplasticité à la simple écoute de la musique. Alors ça, c'est un petit peu plus intriguant, parce que dès qu'on parle effectivement d'écoute musicale, tout à l'heure j'ai mis des gros guillemets et j'en mets encore aux applications de musicothérapie. Si vous commencez à faire écouter de la musique à des patients, à différentes populations cliniques, la première question, et que vous dites que ça a un effet, évidemment, il faut le démontrer, hein, que ça a un effet sur le comportement et le cerveau de ces patients. Alors ça impressionne potentiellement les foules, mais quand on se retrouve confronté à des décideurs politiques qui sont des gens par nature un petit peu plus méfiants, et c'est normal, ils ont raison, enfin, donc de challenger, et qu'est-ce qu'ils vont vous dire ? Parce que si on leur dit un peu de manière brutale, l'écoute de la musique produit des effets de neuromodulation, de neuroplasticité. Ah oui, formidable. Donc, du coup, quand je fais mes courses à Carrefour et qu'il y a de la musique, je fais une séance de musicothérapie. Et quand il y a de la musique, je mets de la musique dans ma voiture, je fais une séance de musicothérapie. Non. Non, ça serait trop simple, évidemment. Et c'est là tout le mystère. Comment on va pouvoir avoir un effet qui soit chez la plupart, pour ne pas dire tous les patients, qui soit le même type d'un point de vue comportemental, du point de vue de l'effet clinique, alors même que c'est aussi une objection normale qu'on peut nous faire, mais je ne comprends pas comment la musique pourrait avoir le même type d'effet et le même type de bénéfice chez tous les patients, étant donné qu'on n'aime pas tous la musique et qu'on n'aime pas tous les mêmes musiques. C'est une objection tout à fait légitime. Alors, comment on va expliquer ça ? On va expliquer ça par le fait qu'il y a des paramètres dans la musique qui, malgré tout, fonctionnent. Je vais prendre la métaphore du jogger. Qu'est-ce que fait un jogger qui s'entraîne ? Il écoute de la musique et il va caler son pas sur la musique. Qu'est-ce qu'il attend de ce phénomène ? Il attend effectivement un phénomène de synchronisation. Et il attend surtout un phénomène, en fin de compte, de détournement de son attention de l'effort physique et de la fatigue ressentie, et de maintenir son effort plus durablement. L'effet qui se coule, l'effet supplémentaire, c'est que s'il écoute de la musique qu'il aime bien, eh bien, il va stimuler son circuit de la récompense, qui va libérer de la dopamine, des endorphines, et ça va diminuer aussi davantage la sensation douloureuse et le stress ressenti.
Quand j'évoque ça, d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, dans une émission de radio, j'étais donc interviewé avec un professionnel qui fait de l'entraînement au marathon et l'entraînement, en fin de compte, de la course à pied. Et lui, il a dit, je déconseille vivement le fait de s'entraîner en écoutant de la musique. Et d'ailleurs, dans les compétitions, vous n'avez pas le droit. Donc, parce que c'est considéré comme du dopage potentiellement. Pourquoi lui le déconseille? Parce qu'il dit, c'est clair que moi, ce que je veux, c'est que mes élèves, ils soient à l'écoute de leur corps et qu'ils n'aient pas leur attention détournée des sensations corporelles. Et le risque, en écoutant de la musique, c'est d'aller trop loin et d'aller jusqu'au claquage, ce qui se produit parfois. Donc de ne pas s'écouter suffisamment. Et il a raison. Par contre, effectivement, c'est quand même un peu pratique de se motiver et d'écouter de la musique pour se soutenir. Donc on a 2 mécanismes qui sont attendus par l'écoute de la musique. Un mécanisme de synchronisation physiologique qui va être appliqué à différents types de populations cliniques, et un phénomène plutôt lié à la libération, en fin de compte, des neurotransmetteurs liés au circuit de la récompense, et pas que, qui permet de diminuer la douleur, etc. Pas mal d'études ont été réalisées sur l'écoute de musique dans des situations hospitalières, notamment au moment d'actes douloureux. Il y a eu des études au moment du Covid, quand il s'agissait effectivement de faire de la trachéotomie ou d'enlever effectivement les respirateurs artificiels. C'est pas très agréable et c'est un acte qui peut être potentiellement assez douloureux. Donc on faisait écouter, enfin il y a des équipes qui ont fait écouter de la musique pour voir quelle était la douleur ressentie dans ces situations-là. On baisse effectivement significativement la perception de la douleur. Comme de la même manière chez les personnes en douloureux chroniques ou en oncologie pour lesquelles donc on donne des fortes doses de morphine, l'écoute de la musique va permettre en fin de compte de diminuer les doses de morphine. Alors on n'est effectivement pas très très loin forcément de l'effet placebo, puisqu'on est autour de 40% d'effet. Mais 40% c'est pas rien quand même. C'est-à-dire si vous arrivez à diminuer de 40% la dose de morphine, c'est déjà toujours ça de prix. Ça veut dire que vous arrivez à faire en sorte que dans le cerveau, il y a un détournement de l'attention, des signaux douloureux. Donc c'est déjà ça qui est intéressant. Une illustration de ce qui se passe dans le cerveau lorsque on fait écouter de la musique, enfin ce qui se passe dans le cerveau, ce qui se passe d'un point de vue, pas dans le cerveau en l'occurrence, mais d'un point de vue cardiovasculaire. Ici, deux résultats, enfin une courbe. En haut, c'est la situation où vous n'entendez pas de musique. Et la courbe bleue, c'est la situation où on fait écouter de la musique. Donc là, en vert, c'est pendant l'écoute de musique. Et puis quand ça s'arrête, on voit quoi? Que ça remonte. Qu'est-ce qui remonte? En fait, là, c'est la tension artérielle qui est mesurée. Donc la tension artérielle, on fait écouter une musique dite relaxante, c'est-à-dire que le tempo diminue, la densité spectrale de l'instrumentation va diminuer, etc. Donc les musiques de relaxation, je dirais, assez standards. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, vous allez avoir un phénomène de synchronisation. Donc à la fois ventilatoire, la respiration va se caler sur le tempo qui est en train de diminuer, et puis vous allez avoir le rythme cardiaque qui diminue, mais pas seulement le rythme cardiaque, la tension artérielle qui diminue. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de travaux autour de ce qui est la régulation système sympathique parasympathique, et notamment par les exercices de respiration. En fait, c'est de manière détournée, c'est ce qu'on fait avec l'écoute de la musique ici. Que vous connaissiez ou pas la musique, peu importe, c'est pas le problème. Ça va fonctionner à partir du moment où vous avez ce phénomène de synchronisation. Ça marche très très bien, là, avec la baisse de la tension artérielle. Ce résultat-là a été obtenu chez des rats. Donc, on a fait écouter de la musique, enfin c'est pas nous, mais l'équipe a fait écouter de la musique à des rats.
Écouter, c'est un grand mot. En fait, c'est-à-dire, il y avait de la musique dans l'environnement des animaux. Pourquoi il y a eu des chercheurs qui sont intéressés à cette histoire-là? Parce que vous savez qu'il y a beaucoup de travaux sur l'effet de l'enrichissement du milieu, sur la neuroplasticité, chez les juvéniles, la croissance donc synaptique, etc. etc. En fait, c'est une souche de rat hypertendue. Génétiquement, donc elle est hyper tendue. Donc ce sont des rats qui ont de l'hypertension naturelle et on voit bien que la tension artérielle est modulée en fin de compte par le fait que le système nerveux de ces rats, en fait, il se met, il capte l'information sonore et il se met en résonance d'une certaine manière. Il se cale sur cette information. Donc les rats, effectivement, là pour le coup, savoir que c'était de la musique connue, pas connue ou qu'ils aiment bien, c'est pas le problème. Hein. Et ça c'est intéressant parce que on a tout un tas de travaux depuis 2005 environ, hein, de travaux sur l'enrichissement du milieu par le sonore dans les modèles animaux et qui montrent effectivement un impact qui était inattendu, c'est-à-dire qu'on ne pensait pas que ça aurait autant d'impact. Évidemment, ça nécessite, je dirais, un dosage. Il y a du dosage, c'est assez subtil, parce que, par défaut, la musique dans l'environnement de l'animal, pour lui, ce n'est pas un objet culturel d'intérêt, hein, ça c'est clair. Donc la musique dans l'environnement de l'animal est potentiellement un stress, ou en tout cas une agression, si c'est trop fort. Mais si c'est pas trop fort, en fait, bizarrement, parce que ce n'était pas forcément attendu, a un effet plutôt stimulant, avec l'augmentation des capacités d'apprentissage, de la neurogénèse dans l'hippocampe. Alors ça, c'est en fait les premiers travaux qui ont montré l'augmentation de la neurogénèse modulée par l'écoute de la musique, c'est les travaux chez les animaux, parce qu'on n'avait pas, avec donc notamment les possibilités de faire du BDNF, de l'analyse en fin de compte de la création de nouveaux neurones dans l'hippocampe, il n'y avait pas moyen de le faire au début des années 2000, autrement qu'en sacrifiant les animaux, puis en découpant donc les cerveaux, etc. Ici, vous avez un résultat qui est assez étonnant, mais des résultats comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Donc, c'est plus un résultat unique, où vous avez évidemment, vous voyez plus ces verres lumineux, donc au niveau de la luminescence, plus ça veut dire qu'il y a en fin de compte des nouveaux neurones qui ont été créés ici en écoutant un morceau de Mozart. Alors, c'était le fameux morceau de Mozart qui avait donné lieu à l'effet Mozart. Je passe. Mais bon, il y avait des débats effectivement sur l'effet Mozart. Si vous avez des questions, on pourrait y revenir. Mais clairement, bon, ça a suscité. Hein, vous tapez effet Mozart dans PubMed, il y a plus de 120 publications. Hein, donc, bref. Mais chose amusante, c'est que de manière significative, le nombre en fin de compte de neurones nouveaux est moins fort lorsque il n'y a pas de stimulation musicale, a fortiori. Et quand on fait écouter ce même morceau de Mozart, mais quand il est déstructuré, c'est-à-dire en partant de la fin, pas à l'envers, mais en partant de la fin, c'est pas l'enregistrement à l'envers, hein. Là, c'est en fait, on fait jouer la partition, mais en partant de la fin. Ce qui déstructure complètement. Eh bien, quand vous enlevez les effets de structure, de manière intéressante, et ça a été reproduit aussi, vous n'avez plus cet effet aussi fort sur la neurogénèse. Donc ce qui suggère que ce qui crée la neurogénèse, c'est en fait que notre cerveau, le système nerveux, hein, globalement, il est sensible à la répétition d'effets de structure. Dès qu'il y a des structures qu'on peut identifier, donc rythmiques, mélodiques, etc., à ce moment-là, le système nerveux, en fin de compte, les capte. Je crois que vous savez tous à quoi sert notre cerveau, de manière basique, à quoi sert un cerveau. Ça sert déjà à savoir si c'est nouveau ou si c'est déjà quelque chose qu'on a expérimenté. Hein. Donc, en fait, dès que le cerveau il détecte, même à l'insu de notre conscience,
qu'il y a quelque chose là, qui est une structure qui a déjà été expérimentée d'un point de vue perceptif, qui se répète, hop, il crée un engramme. Ah, tiens, intéressant. Ça existe. Ça, on a déjà fait l'expérience de ce truc-là. Pouf, hop, et puis, si ça se répète, ça forme une sorte de stimulation naturelle par les effets de structure. On a montré dans un papier, donc avec des collègues, en proposant de l'écoute musicale chez des rats à partir de leur âge de sénescence. C'est-à-dire, ces rats, ils n'ont pas été stimulés par de la musique quand ils étaient jeunes, quand ils étaient matures. Ils ont commencé à être stimulés par de la musique à partir d'un âge dit de sénescence. 15 mois. On leur fait écouter de la musique et on s'aperçoit que par rapport, en fin de compte, aux rats qu'on laisse vieillir, mais qui ne sont pas stimulés, donc qui ne bénéficient pas de cette forme d'enrichissement un petit peu particulier, eh bien, on a un meilleur vieillissement sur des index liés à des tâches standards d'apprentissage et de mémoire. Donc voilà, c'est le papier auquel on a collaboré parce que nous on ne fait pas de modèle animal dans notre unité de recherche, mais avec des collègues qui font du modèle animal. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une modulation comportementale et un vieillissement, on va dire, de meilleure qualité chez ces animaux, mais malgré le fait qu'on n'ait pas retrouvé, parce que c'était aussi une des hypothèses, est-ce que on allait retrouver des effets de neurogénèse en fait, chez ces animaux. En fait, il n'y a pas eu moyen d'arriver à trouver une augmentation de la neurogénèse chez des animaux âgés. Et vous savez qu'il y a tout un débat autour de la neurogénèse, sur le fait que la neurogénèse dans le cerveau, elle ne se produit que chez les personnes effectivement jeunes adultes, enfin jusqu'à jeunes adultes, et pas dans le cerveau vieillissant. Ce qui est a priori pas vrai, parce que ça se trouve, mais c'est très compliqué d'une espèce à une autre, donc d'arriver à avoir des données reproductibles et fiables en fonction des méthodologies qui sont utilisées. C'est vrai que la neurogénèse diminue avec le vieillissement cérébral, indubitablement. Mais par contre, qu'elle n'existe plus, non. Et chez l'homme, il y a encore effectivement de la neurogénèse. Elle est moins forte, évidemment, que chez les jeunes adultes. Mais on est encore dans quelque chose qui est encore débattu. Alors, vous allez me dire, ah ouais, ok, d'accord, très très bien, mais donc chez les animaux, il y a aussi de l'effet, et donc du coup, même quand la musique n'est pas connue, même quand la musique, c'est pas un objet culturel, ça peut avoir un effet. Mais est-ce qu'il y a un contexte où ça a été appliqué à l'être humain, cette histoire-là? Alors, en fait, récemment, oui. La première publication, pour moi, marquante, c'est cette équipe suisse qui travaille en néonat, et qui a proposé de l'écoute de musique. Ils ont construit des bandes musicales en étant très, très précautionneux sur le fait que la musique augmentait plutôt sur les indicateurs, parce que les bébés en néonat, ils sont câblés de partout, donc augmenter plutôt les indicateurs de bien-être et pas de stress, évidemment. Et une fois qu'ils ont constitué une musique qui arrivait à faire ça, ils ont fait des séances répétées. Et la chose remarquable, donc c'est une publication de 2018, c'est la première d'une série, il y en a maintenant 4-5 qui enfoncent le clou et qui montrent qu'on a bien un effet, en fin de compte, de neuromodulation chez les bébés prématurés, grâce à l'écoute de musique par rapport à des bébés qui ne reçoivent pas en fin de compte cette écoute de musique. Il y a des structures cérébrales qui sont modifiées, en fait, dont la maturation et la connectivité se trouvent modulées. Et le message qui en sort, c'est qu'en définitive, ces bébés nés prématurés, grâce en fin de compte à cette écoute de musique, eh bien, ça permet une forme de rattrapage, ce n'est pas un rattrapage complet, mais une forme de rattrapage de la maturation cérébrale, c'est-à-dire qu'ils se rapprochent davantage, leur cerveau se rapproche davantage d'un cerveau d'un bébé né à terme. Alors, c'est quand même assez intriguant, parce que là, pour le coup, c'est pareil pour eux, c'est pas un objet culturel, ils n'avaient pas d'histoire avec la musique, etc. Mais ça montre, comme le modèle animal nous le montre, qu'on a quelque chose qu'à partir du moment
où en fait notre système nerveux est stimulé par, en fin de compte, des structures répétitives. Cet effet de neurostimulation va aider, en fin de compte, à la maturation cérébrale, à la connectivité, etc. Donc je pense que ça, c'est un résultat majeur. Et puis, je vais terminer, parce que là, je pense que j'ai assez parlé, sur la question, bon, qu'est-ce qu'on peut faire avec les patients à Alzheimer dans le contexte du vieillissement? On peut faire plein de choses. Vous savez que chez les patients Alzheimer, on a montré depuis longtemps que de manière assez étonnante, la musique, la mémoire musicale est très résistante. C'est-à-dire autant ils oublient tout un tas de choses, mais quand vous leur faites écouter des musiques qui correspondent à des musiques de leur enfance, de leur jeunesse, etc., d'un seul coup, ces patients qui sont complètement apathiques s'éveillent si, évidemment, on oriente bien leur attention sur la musique. Ce que je disais tout à l'heure par rapport, est-ce que faire mes courses à Carrefour quand il y a de la musique, c'est une séance de musicothérapie? Non, parce que pour ces patients, c'est la même histoire. Si vous ne vous débrouillez pas pour que, s'il y a de la musique, c'est comme la musique d'ascenseur, hein, si vous ne vous débrouillez pas pour que la musique soit entendue, c'est-à-dire leur attention soit un minimum sur la musique, ça ne fonctionne pas. Peut-être que certains d'entre vous ont vu cette vidéo donc, de cette patiente Alzheimer, ballerine espagnole, hein, donc ex-ballerine, qui, avec la musique du Lac des Cygnes, sur son fauteuil, se met, en fin de compte, s'éveille et fait une chorégraphie. Alors les danseurs professionnels ont dit mais non, c'est pas la chorégraphie du Lac des Cygnes. Bon, évidemment, fait pas pile poil donc la chorégraphie du Lac des Cygnes, mais elle est quand même sur quelque chose qui est en synchronie évidemment avec la musique et qui l'éveille de manière très très forte. Et cette patiente-là, si vous avez eu la version longue de la vidéo, c'est très intéressant parce que cette version longue, on voit le neuropsychologue qui s'occupe d'elle, qui va elle a la tête baissée, donc elle est dans son fauteuil, elle bouge pas, elle a l'air d'ignorer complètement son environnement. Et la musique du Lac des Cygnes est déjà présente. Elle n'a pas l'air d'y faire attention. Et il lui prend la main, il lui caresse la main. Il caresse la main et commence à relever la tête, à sourire. Et c'est là qu'elle perçoit bien la musique. Là, d'un seul coup, en fin de compte, il la met dans un état d'éveil minimal qui permet que la musique d'être traitée par le système nerveux et d'arriver à l'éveiller. Et ça, c'est assez remarquable donc, chez les patients Alzheimer. Et ce qu'on a pu montrer, qui était encore plus étonnant, c'est que chez des patients à un stade très avancé de la maladie, hein, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ces patients qui sont généralement en institution, pour lesquels, quand on leur fait faire une activité, et que vous arrêtez l'activité, puis un quart d'heure plus tard, vous passez, puis vous leur demandez « Qu'est-ce que vous venez de faire, madame, monsieur ?» Ils sont incapables de vous le dire. Sur ce principe, on a considéré que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie totale globale de la mémoire et que le cerveau ne retenait rien des expériences vécues par ces personnes, parce qu'ils n'arrivaient pas, en fin de compte, à en dire quoi que ce soit. Ce qui n'est pas vrai. Quand on fait des séances répétées donc d'apprentissage d'une nouvelle chanson, eh bien, de manière assez étonnante, il faut insister un peu. C'est-à-dire, si vous faites 3 séances, ça ne sert à rien. 4 séances, ça commence à être intéressant. Au bout de 5-6 séances, c'est là que les choses, en fin de compte, émergent. Et vous montrez le texte de la chanson, et, ah, mais oui, mais ça je connais. Ah bon, vous connaissez? Oui, c'est pas une chanson. Oui, c'est une chanson. Est-ce que vous seriez capable de me chanter la mélodie de cette chanson? Ils ne retiennent pas le texte par cœur. Et là, ce qui nous a bluffé, c'est qu'il y a certains patients, ils balancent la mélodie donc, de la chanson 2 mois, 4 mois après avoir arrêté de l'entendre, de s'être entraîné. Donc c'est une éternité quand même dans un cerveau de personnes Alzheimer à un stade avancé. Est-ce que... Alors comment ça s'explique? Je vous la fais courte. Pour nous, ça s'explique par le fait qu'on a sous-estimé un aspect du fonctionnement amnésique qui est toujours opérationnel chez ces patients, au-delà de la mémoire du corps, la mémoire procédurale, qui est quand même encore assez fonctionnelle. La mémoire épisodique, la mémoire à court terme, la mémoire sémantique se détériore, mais la mémoire à long terme perceptive, qui est un concept qui n'est pas très, très clairement défini dans les modèles de mémoire, etc.,
mais c'est votre mémoire, en fait, à long terme, des expériences sensorielles, notamment lorsqu'elles sont répétées. Si ce soir, vous allez au restaurant, vous commandez un potage, vous goûtez votre potage, vous dites « Ah, je connais ce goût. Ah, je connais cette saveur. » Bon, mais si vous n'avez rien d'autre à en dire, ben vous êtes comme nos patients, c'est-à-dire, il dit « Ah oui, je connais ça, je connais. » Mais en fait, vous avez appris ça quand ? Ils sont incapables de nous le dire. Ils disent « Oh, moi je connais ça depuis longtemps, j'ai dû apprendre ça quand j'étais jeune, avec mes parents. » C'est les réponses qu'on a tout le temps. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, ils ont juste un sentiment de familiarité très fort. Ils sont sûrs. Hein, leur cerveau leur donne un message en disant « Ça, tu en as déjà fait l'expérience, tu le connais, c'est sûr. » Ben, c'est vous, comme vous allez goûter ce potage, votre cerveau il va vous dire « Ah, ça, ce goût-là, tu le connais, tu l'as déjà expérimenté. » Alors peut-être que ça va vous revenir « Ah oui, c'était le même goût que dans le potage de ma grand-mère. » Et vous allez avoir éventuellement un souvenir épisodique qui va pouvoir se reconstruire. Chez ces patients, ça va être impossible. Mais ça ne veut pas dire ce sont des coquilles vides et qu'il n'y a pas de trace, en fin de compte, qui est laissée à long terme. Alors, il n'y a pas que la musique qui fonctionne. Alors, avec la musique, là, on est en train de republier donc des données, notamment avec de l'imagerie structurale, qui montre bien qu'on a des atrophies majeures sur l'hippocampe, mais ça n'empêche pas l'apprentissage. Et comportementalement, on avait publié ce premier papier dans le Journal of Alzheimer's Disease qui montrait qu'il y avait, en fait, au fur et à mesure des séances, un sentiment de familiarité qui émergeait pour différents types de matériel. Le langage, c'est quand même très très compliqué parce que c'est hyper spécifique. C'est ce qui marche le moins bien. Mais par contre, les peintures, ça marche super bien. Et la musique aussi. Mais la musique, pour nous, ça a été la découverte, quoi. Ça a été vraiment le moyen par lequel on a compris que c'était possible. Alors si je résume, en fin de compte, musique, mémoire, Alzheimer, pour résumer, la musique, elle est intéressante à tous les stades de la maladie, pour stimuler la mémoire personnelle, faire surgir dans des séances de réminiscence les souvenirs personnels, pour la diminution de l'anxiété et de la dépression, pour lutter contre l'apathie. Et puis la musique, elle est particulièrement puissante pour mettre en valeur des capacités encore préservées. Ça, c'est important parce que souvent les journalistes, ils venaient filmer, ils disaient « Mais à quoi ça sert ? Vous leur faites plaisir, là ? Mais à quoi ça sert puisqu'ils auront tout oublié demain ?» Ils disent « Voilà, vous n'avez pas compris. » Parce que justement, on va pouvoir construire des choses avec ces patients et il va y avoir, là aussi, vis-à-vis des cliniciens, des soignants, on va pouvoir renforcer la connivence et la relation avec les soignants. C'est aussi pour ça qu'on a mis en place, je vous en parlais tout à l'heure, le projet musical des interventions à domicile pour les binômes patients-aidants, parce que pour les aidants, c'est une des dernières situations où ils peuvent prendre plaisir dans le présent, partager quelque chose, au-delà je dirais, d'être en relation avec leurs proches malades systématiquement via les déficits. Là, pour une fois, ils ont une relation avec leurs proches malades via, en fin de compte, une capacité préservée, ce qui fonctionne encore. Et c'est super important pour eux. Donc, ça nous permet de changer le regard sur les patients Alzheimer, sur la prise en charge de ces patients. Plus globalement, ce que je dis souvent, c'est que c'est pas parce que vous perdez la mémoire que vous êtes dans un EHPAD, que vous n'êtes plus un citoyen qui a le droit d'avoir accès à la culture et à l'art. Les patients qu'on a emmenés au musée des Beaux-Arts, ils adorent ça. Souvent, les familles disent « Oh, mais ça ne sert à rien d'emmener ma mère au musée des Beaux-Arts, elle n'est jamais allée dans un musée. » On prépare, on lui fait regarder des images, des tableaux qu'elle va voir au musée, etc. Puis elle les voit au musée, et en fait, ils sont très disponibles. Pareil, vous pouvez préparer pour des concerts les patients. Voilà, donc j'ai déjà trop longuement parlé, je m'en excuse, et puis je vous donne quelques références biblio qui sont des références diverses et variées, mais je pense que la plus intéressante, c'est en 2024, en mars 2024, Musique, Sciences et Santé, publié chez Duno. On est une vingtaine de contributeurs en fait, sur ce livre, donc de chercheurs du CNRS, de l'INSERM, etc. Et
Et donc là, ça fait le point sur qu'est-ce qu'on peut attendre au regard des preuves scientifiques aujourd'hui, des applications cliniques de la musique. Alors, ça va de l'autisme, en passant par la dyslexie, évidemment les maladies neurodégénératives, etc., etc. Et je vous remercie pour votre très grande attention. C'est nous qui vous remercions de toutes ces belles choses que vous nous avez enseignées et qui nous donnent de l'espoir quand même. Donc notre assemblée générale est prévue à 16h, donc les questions ne pourront pas être posées. On pourrait croire que je l'ai fait exprès. J'en suis désolé. Pardon ? Si c'est toi, bien sûr. Oui. Ouais. Voilà. D'abord, je vous remercie infiniment. Et je voulais pour en ce qui concerne je vous remercie infiniment parce que c'était très intéressant. Mais surtout, la dernière partie sur Alzheimer, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une relation aussi entre le fait que ces patients qui ont de l'Alzheimer ont fait ou n'ont pas fait de la musique avant? Oui, alors c'est clair que ça les rend d'autant plus réceptifs et sensibles, on est d'accord. Mais je le disais pour la visite au musée des Beaux-Arts, avec des gens qui n'ont pas bénéficié d'une culture générale et d'une culture artistique élevée et dont on pense que ça ne va pas être très utile. En fait, ça, il faut se méfier en fin de compte de ces a priori, parce que de la même manière... ça nous est arrivé parfois, on interroge les familles toujours, savoir quelle est l'histoire personnelle des patients, leur relation à l'art, à la musique. Et quand ils nous disent « moi la musique, bof, c'était pas forcément quelque chose, puis depuis des années il n'en écoute pas, il n'achète pas de disques, etc. » Et on essaie malgré tout, on essaie d'emmener à des ateliers, etc. Et c'est imprédictible parce qu'il y a des personnes, la famille dit bof, la musique ça n'a pas l'air d'être tellement quelque chose d'intérêt, et pourtant ils sont hyper réceptifs à l'atelier. Donc voilà, il faut tester, il ne faut pas forcément avoir d'a priori. Et en ce qui concerne la musique même, est-ce qu'il y a des différences par rapport à une musique classique ou une musique moderne ou un instrument, le violon par rapport au piano ou autre chose? Non, au stade où on en est, on n'est pas capable de dire voilà la bonne musique pour. Bon, en fait, ce qu'on est capable de dire, c'est que effectivement, ce qui semble fonctionner, c'est à partir du moment où il y a des structures identifiables. Qu'on peut regrouper donc sous une forme, et à partir du moment en fin de compte où c'est aléatoire, ça n'a pas d'effet. Donc en fait c'est l'aspect structural qui est important, et cet aspect structural, je ne l'ai pas dit pour les travaux chez les animaux, j'ai parlé de l'effet Mozart et de la musique de Mozart, mais en fait chez les animaux, notamment sur la neurogénèse, il y a eu toutes sortes de musiques qui ont été utilisées. Je dirais qu'il y a un point qu'il faut retenir, c'est à partir du moment où c'est trop fort, l'agression donc sonore, ça évidemment ça marche pas. Mais à partir du moment où il n'y a pas de problème d'agression auditive, ça fonctionne avec des styles musicaux extrêmement variés. Il y a une des premières études, c'est Angelucci et collaborateurs en 2006, ils ont montré l'augmentation de la neurogénèse dans l'hippocampe à la gyrus dentée des souris. Et ils ont fait écouter comme musique de la musique New Age, du Enya notamment. S'il y a un truc qui ne me stimule pas les neurones, moi c'est le Enya, mais bon, voilà, comme quoi ça a marché quand même, parce qu'il y avait malgré tout des structures répétitives, et je pense que c'est ça le point. Et la synchronisation neuronale, parce que je n'ai pas insisté là-dessus, il y a beaucoup de travaux aujourd'hui pour dire, suivant la vitesse à laquelle ces structures se répètent, la vitesse rythmique, etc., et hop, les neurones sont dans leur activité sont captés aussi et se synchronisent en fin de compte sur ces vitesses-là. Donc c'est aussi un effet de neuroplasticité potentielle. Merci à Anita d'avoir rappelé qu'on avait notre AG là, mais il y a quand même des questions qui sont qu'on ne peut pas passer à. Oui, bonjour. J'ai souvent entendu dire que les mathématiciens étaient souvent musiciens. Est-ce qu'il y a et c'est un peu logique, parce qu'il y a une relation
structurale identique entre la musique et les mathématiques. Est-ce que vous connaissez des études? Il y en a, et puis il y en a qui ne sont pas du tout. Hein, donc ça, vous trouvez de tout. Non, mais c'est assez amusant parce que chez les musiciens, on trouve vraiment de tout. Et des personnes qui refusent, qui sont des très grands musiciens, voire des compositeurs, etc. Je me souviens que les premières années, dans les années 90, où on commençait à communiquer, et on faisait notamment des colloques, avec aussi des musiciens. Et il y avait beaucoup de scepticisme de la part des musiciens. C'est beaucoup moins vrai maintenant. Hein. Je suis souvent invité dans les conservatoires, etc. Mais les musiciens, et en particulier les compositeurs, sur l'aspect créativité, etc., ils disaient, mais qu'est-ce que vous allez pouvoir nous raconter de ce qui se passe dans le cerveau par rapport à la musique? Moi, quand je compose, ça ne vient pas de mon cerveau. Je suppose qu'ils composaient avec les pieds. Encore 2-3 questions. Oui, si la parole, si vous voulez, est quelque chose qu'on arrive à peu près à circonscrire, la musique, c'est un petit peu différent dans la mesure où il y a quand même la musique instrumentale et puis il y a la musique vocale. Est-ce qu'il y a une distinction effectivement qui apparaît entre les deux types de musique? Et d'autre part, d'après les exemples que j'ai vus, c'est essentiellement dans le cadre d'une culture occidentale, mettons. Je voudrais savoir comment ça se passe éventuellement dans des régions qui sont traditionnelles, où la musique est porteur de messages aussi. Et est-ce qu'on retrouve à peu près les mêmes genres de schémas que vous avez décrits? Alors, ça, c'est une question effectivement assez classique. Dans le même sens, j'aurais voulu demander, quand vous faites la comparaison acteur de théâtre et musicien, le musicien, il ne joue pas avec sa mémoire de la même façon que l'acteur de théâtre. Mais dans la musique indienne, la musique n'est pas écrite. Donc là, la mémoire, point d'interrogation. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions, parce qu'il y a plus d'hétérogénéité sur les formes musicales, on est bien d'accord. Par contre, il y a beaucoup de travaux, les Chinois et les Japonais sont passionnés aussi par ces travaux de neurosciences cognitives de la musique. Donc, ce qui montre bien, c'est que pour le chinois en particulier, il y a davantage de relations entre langue et musique, entre langage et musique, puisque évidemment, il y a les langues à ton. Donc, pour le coup, il y a, je dirais, une association plus forte. Après, il y a le problème de la définition de la musique. Vous parlez de musique instrumentale, musique donc vocale. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait les mêmes effets. Et ça dépend en fait de quoi on parle. Par exemple, chez les patients Alzheimer, quand je parle effectivement de la capacité à les éveiller, donc à partir de la musique, il faut être clair. Pour la plupart des patients, hein, donc je dirais 80% des patients, c'est l'écoute de chansons. C'est l'écoute de chansons, c'est les chansons en fait qui marquent la mémoire. C'est l'association parole-musique, hein, qui est assez indissociable, même s'ils oublient les paroles d'ailleurs. Et c'est comme ça qu'on en est venu à faire les ateliers d'apprentissage de nouvelles chansons. C'est parce qu'on avait un médecin coordinateur dans un EHPAD qui disait, mais c'est quand même, hein, les patients quand ils arrivent, ils sont complètement désorientés. On fait des ateliers de chants, de vieilles chansons. Et puis, ils ont du mal à la rechanter, à retrouver les paroles, mais au bout de 2-3 ateliers, alors même qu'ils ne se souviennent plus avoir fait les ateliers, ils s'améliorent. Donc comme si, en fait, il y avait un réapprentissage. Donc oui, la chanson, c'est pas tout à fait pareil que la musique instrumentale. Dans tous les cas, ce qui ressort, notamment, là, j'ai insisté sur les études chez l'animal, parce que chez l'animal, c'est que de la musique instrumentale qui est proposée. C'est de la musique occidentale, mais pas que. Donc après, on pourra voir s'il y a des différences en fonction des musiques. Sur la perception des émotions, là, je n'avais pas le temps d'en parler, mais il y a des études interculturelles qui montrent qu'il y a des paramètres dans la musique qui sont relativement universels, notamment sur la joie. La joie, c'est sautillant, c'est le côté rythmique de la joie. Et en fait, qu'est-ce que fait un compositeur quand il doit, si on lui passe commande, on dit bon ben voilà, faut pour des enfants là, et c'est vrai dans la plupart des cultures, pour les enfants,
il faut que tu me fasses une musique lors d'une scène rigolote, il faut que tu me fasses une musique lors d'une scène qui fait peur ou qui est triste. En fait, ils vont tous avoir, je dirais, les mêmes orientations structurales de la musique. Mode mineur, assez lent pour la musique triste, donc plutôt enlevé et pour la musique joyeuse. Et ça va marcher dans la plupart des cultures. Pourquoi ? Parce que, en fait, la musique qu'ils vont composer doit suggérer la manière dont on exprime ses émotions. Or, si je vous parle de joie, de rire, je ne vais pas composer une musique qui fait ou une musique qui fait qui va exprimer, comme pour les grands primates, de la colère. Par contre, une musique qui va faire va être une métaphore de la manière dont on exprime nos émotions. En fait, le musicien, le compositeur, il va d'abord penser à ça, à la métaphore. Il dit, ça, ma musique là, elle va exprimer assez facilement, elle va être une métaphore de l'expression des émotions. Et d'ailleurs, Darwin a publié un bouquin en 1873, si je ne dis pas de bêtises, sur la phylogénie des émotions. Il montrait bien ça, c'est-à-dire que il y a chez les mammifères, on n'est pas content, on monte les dents, on grogne, etc. On est content. Alors, évidemment, les animaux n'auraient pas forcément, ou en tout cas, ça ne s'exprime pas comme ça, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'universel et a été publié dans Nature et dans Science, au moins 2 papiers assez convaincants sur qu'est-ce qui est le plus universel dans les formes musicales à travers le monde. Ce sont les berceuses et les chants des mamans vis-à-vis des bébés. Parce que les mamans vis-à-vis des bébés, quelle que soit la culture, elles ne chantent pas en faisant... Elles ne font pas ça. Elles chantent en modulant la voix, en montant la voix. Parce que ça ne calme pas les bébés si on fait ça. Voilà. Est-ce qu'il y a encore une toute dernière question ? Alors, donc, j'ai noté 2, et puis après on arrête. On n'est pas obligé de faire de la musique dès le début. Ah. Vous avez dit à un certain moment que vous avez constaté, quand vous avez comparé la mémoire des musiciens et des acteurs, qui sont supérieurs aux gens lambda. Mais ce n'est pas évidemment grâce à l'apprentissage et la pratique. Moi, je me rappelle toujours de mes récitations de l'école primaire. Oui, mais je suis d'accord, mais c'est statistique. C'est-à-dire que par rapport à une population générale et sur des tests standards, c'est les tests qu'on a utilisés, c'est des tests pour lesquels on a des statistiques normées. On sait que pour telle classe d'âge, vous allez avoir votre moyenne et votre dispersion qui est dans cette marge-là. Eh bien, les acteurs et les musiciens, hop, ils sont au-dessus. Voilà. Ils surperforment par rapport aux statistiques de la population générale. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas égaux. Hein. Il y a des gens qui ont des très bonnes mémoires, il y a des gens qui ont des moins bonnes mémoires. Voilà. Donc, une dernière question. Justement, vous avez parlé à plusieurs reprises. Vous avez parlé à plusieurs reprises de l'hippocampe. Il a souvent été. Comme ça. Il a souvent été défini comme étant un détecteur de nouveautés, c'est-à-dire qu'il viendrait alimenter le souvenir en fonction de ce qui est déjà présent dans cette base de données. Donc si c'est déjà présent, il n'y a pas besoin en quelque sorte de l'intégrer dans la base de données. Et si c'est nouveau, donc il constituerait une sorte de filtre dans la mémoire et ça jouerait, quelles que soient les fonctions, enfin, quelles que soient les modalités, c'est-à-dire qu'il s'agisse de texte, de musique, oui. Voilà. Est-ce que c'est exact ? C'est exact que, en fait, on considère que le rôle de l'hippocampe, c'est un rôle donc important par rapport à la mémoire associative. Le fait d'associer des éléments entre eux et d'indexer cette association de telle manière à pouvoir, pour le cerveau, dire tiens, ça c'est la même configuration, ça c'est le même type d'association, et détecter, comme vous dites, la nouveauté par rapport à quelque chose qui est déjà dans la base. Après, l'hippocampe, on voit que c'est une structure aussi qui est très activée dans la reconstruction des souvenirs.
Autrement dit, quand on doit repenser à des souvenirs vécus, on fait appel à l'hippocampe pour aider à réassocier les informations, à reconstruire en fin de compte les éléments perceptifs, émotionnels, donc entre eux, de manière à revivre en pensée le souvenir. Donc ça marche à la fois en encodage et en rappel, bien sûr. Bon, merci infiniment.